Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée d'Agora Vif. Donc nous serons ensemble pendant un peu plus d'1 heure et on va faire un tour d'horizon avec François sur le partenariat entre Vif et l'entreprise Le Sage. Donc on va passer environ 1 heure. Moi je suis Mickaël Roland, donc je suis chargé d'affaires chez Vif et je suis commercialement le compte de Le Sage depuis de nombreuses années maintenant. Donc pour la présentation, je suis accompagné de Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Sylvie Coinet, je suis chargée de clientèle chez Vif au sein du pôle assistance support client. Et je compte parmi mes clients la société Le Sage. Donc merci François d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons tout d'abord voir la vision stratégique de l'entreprise Le Sage au travers du partenariat mené avec Vif de longue date, les derniers projets qui ont été menés dans votre entreprise et puis les projets à venir. Nous terminerons par les questions-réponses. Aussi, je vous propose, si vous avez des questions, de les garder pour la fin de la séance. Nous conserverons les 10 dernières minutes à cet échange. Merci à vous. Eh bien, on va commencer. Du coup, François, on va te laisser la parole. Oui. Alors, François, merci d'être là d'abord. Et je vous propose de présenter votre entreprise, de présenter son histoire, les grands événements qui se sont passés, votre rôle important dans cette entreprise, votre rôle clé dans notre partenariat avec Vif. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, je suis co-dirigeant de la société Le Sage avec mon frère. C'est une entreprise familiale. On a démarré l'aventure dans les années 60 avec mon grand-père. On était éleveur et vendeur de viande avec une petite boucherie. Et donc, on a développé la société. Alors, moi, je suis arrivé en 1999, année de la vache folle. Et on a développé l'entreprise pour aujourd'hui avoir une société qui compte 160 collaborateurs. On fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un peu plus de 1000 clients à travers la France. On réalise à peu près 10% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et on est transformateur de viande, de charcuterie. On a développé depuis 2 ans une activité traiteur. On est spécialisé aussi dans les viandes maturées. Ça a été un des produits qui a fait qu'on s'est fortement développé, notamment à l'export. Aujourd'hui, on a 2 usines. On est près de Lille, on est dans la région des Hauts-de-France. On a un bâtiment de 3200 m² qui est dédié essentiellement à la logistique et à la découpe de viande, et une partie, un peu plus de 500 m² qui sont dédiés aux viandes maturées. Et on a une autre usine de 2000 m² environ qui est dédiée à la transformation de charcuterie et de produits traiteurs. On a donc, je vais dire, 4 grands pôles de clients que sont tout d'abord la restauration commerciale. C'est plus de 60% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui à travers toute la France. On a également donc des distributeurs qui, eux, redistribue à des restaurants, du cash and carry notamment. On a également la grande distribution, la GMS, qui aujourd'hui pèse à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. On a également le BCT, les boucheries charcuterie traiteurs, avec qui on travaille également sur essentiellement les viandes maturées. Et on a une partie aussi de distribution spécialisée, notamment pour la vente en B2C. On a depuis maintenant de nombreuses années mis en place l'ERP, donc ça fait 25 ans, donc ça, bon, après, je vais en parler après, voilà, avec Vif. Mais aujourd'hui, c'est mon rôle. Alors, pour me présenter un peu dans l'entreprise, bon, moi, je suis directeur, on va dire entre guillemets plutôt industriel, mais comme toute PME, j'ai beaucoup de casquettes. Mais en tout cas, c'est moi qui supervise la partie SI, avec 2 personnes dans l'entreprise, une personne plus production et une personne plus commerciale. Voilà.
Donc effectivement, on va parler un petit peu là en début de ce retour d'expérience du partenariat entre Vif et Le Sage, hein. Vous le disiez, François, déjà 25 ans qu'on se connaît, que les deux entreprises se côtoient. Donc tout a commencé en 99 finalement avec la mise en place d'une première fois d'un ERP pour l'entreprise Le Sage. Est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu le contexte de l'époque, comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Alors à l'époque, on avait un petit informaticien, on va dire, voilà, comme ça, même si le mot c'est pas péjoratif, hein, mais on travaillait avec une entreprise qui a développé pour mon père notamment un petit logiciel spécifique dédié Le Sage. Et comme je vous l'ai dit, je suis arrivé moi en 99 et année de la vache folle. On commençait aussi à travailler avec des sociétés de restauration qui nous mettaient la pression sur la traçabilité. Vous savez que après la vache folle, il y a eu quand même une révolution dans le secteur de la viande où on nous demandait des informations de plus en plus précises sur la traçabilité amont et aval. Et la société avec laquelle on travaillait était assez limité en termes de développement, parce qu'il y avait un patron et il avait un employé, c'était lui. Donc on a vu que rapidement, cette entreprise allait être limitée pour pouvoir nous accompagner. Et c'est à ce moment-là qu'on a cherché un partenaire informatique qui nous permettrait de mettre en place un logiciel pour, d'une part, nous structurer en interne et nous permettre de rassurer aussi nos clients et mettre en place cette fameuse traçabilité. Plusieurs choix, voilà, bien sûr, on a fait une ouverture et nous nous sommes orientés vers la société Vif à l'époque. Alors, les raisons pourquoi Vif et pas un autre à l'époque, c'est que d'une part, on avait déjà consulté, j'avais des confrères, parce que, voilà, on discute aussi des fois entre confrères quand on peut se connaître, qui avaient mis en place et qui avaient en tout cas plutôt déjà un aspect plutôt positif sur la mise en place de Vif, parce que sur l'aspect traçabilité à l'époque, c'était quand même, Vif avait vraiment quelque chose de relativement maîtrisé. L'avantage aussi, c'est que c'était un ERP qui était plutôt évolutif et qui nous permettait, au-delà de la traçabilité, d'aller sur la gestion de production, la gestion commerciale également, hein, et aussi les personnes, en l'occurrence à l'époque, moi que j'avais rencontrées, qui m'avait plutôt rassuré dans la mise en place et l'accompagnement, parce que quand vous arrêtez, là vous changez complètement de RP, c'est stop and go. Hein, donc pouf, on arrête et demain il faut reproduire pour que ça redémarre. Donc là-dessus on était plutôt rassurés. Voilà ce qui a fait le choix le côté de métier démarrer avec de Vif, en connaissance de la viande. 1999. Ouais. Et c'était Vif 3 à l'époque pour ceux qui connaissent. Voilà. Une autre époque, effectivement. Et tout de suite, vous avez vu des premiers apports pour l'entreprise. Donc là, on parlait la dernière fois quand on a fait un peu, on l'a préparé, ça a permis de structurer un peu l'entreprise. Oui, bien sûr. En fait, comme c'est un logiciel qui était évolutif, l'avantage qu'on avait dans ce logiciel, c'est qu'on peut bénéficier aussi des évolutions que demandent les autres entreprises. À l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc ça nous permettait en effet d'évoluer, de structurer. Comme je vous disais, donc la gestion commerciale, où là, déjà à l'époque, c'était relativement poussé, hein. Ça permettait de suivre les ventes, de proposer des produits en dégagement, de mettre en avant les produits promo, etc. Donc on avait déjà pas mal de choses là-dessus. Et après, ça nous a obligés aussi à mettre en place une gestion de production. Alors dans un métier à l'époque où les bouchers, quand vous leur demandiez d'utiliser un clavier, je ne parle de 199, quand vous découpez de la viande et vous devez générer un ordre de fabrication derrière, en renseignant des intrants, avec la traçabilité, attention, on met en place non pas le FIFO, mais le FEFO, parce que c'est les dates les plus courtes qui doivent partir avec. Bon, tout ça, ça a été un peu la révolution chez nous. Il a fallu former, accompagner les collaborateurs, et ça, Vif, là-dessus, nous a quand même bien accompagnés, parce que c'était un gros gap qu'on a passé, et en effet, ça nous a permis de nous structurer. Et puis après, avec toutes les évolutions depuis 25 ans, vous imaginez, dans l'informatique, ça a bien évolué. Ouais, donc ça, c'était vraiment la première fois que vous mettiez en place un ERP. Et puis après, quelques années après, une dizaine d'années plus tard, finalement, on avait fait une première migration. Vif 3 commençait déjà à être un petit peu en fin de vie, hein, finalement. Et donc, vous avez migré sur le logiciel Vif ERP qu'on connaît actuellement, avec une première mise en place en 2008, hein, je crois. Et donc là, à nouveau, qu'est-ce qui vous a motivé du coup à changer de ERP?
Oui, alors, remettre en cause. toujours, oui, pour des gains de compétitivité, de fiabilité notamment. On a voulu mettre en place l'ordonnancement, par exemple. Alors nous, on le fait avec les calculs de besoins nets. Donc aujourd'hui, les calculs de besoins nets, donc ça, il fallait passer sur cette sur cette migration pour pouvoir mettre en place des stocks de sécurité, des quantités de réapprovisionnement, avec l'analyse des statistiques permettant d'adapter nos stocks en fonction, et surtout le prévisionnel, en fonction des périodes, des périodicités des produits. Également au niveau de la partie CRM pour la partie vente aussi, où il y avait des évolutions à amener, notamment sur la gestion des dégagements. Ben, voilà, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc on a voulu toujours garder le train, je vais dire, voilà, entre guillemets, de l'évolution de l'ERP pour pouvoir toujours permettre à l'entreprise de garder une certaine performance dans l'évolution, et aussi ne pas être trop en décalage avec les évolutions technologiques que permet le logiciel. On avait parlé aussi de la partie coût de production qui permettait de gérer dans l'ERP directement, qui vous a permis d'un peu d'affiner vos prix de revient, je crois. Oui, tout à fait. Alors nous, on a un mode un peu particulier sur les calculs de coûts de production, parce qu'on fonctionne avec des calculs. Vous savez que c'est très complexe dans la viande, hein, puisque vous déstructurez un muscle pour en faire plusieurs, et avec un prix de marché en fonction des différents muscles. Donc, on a utilisé le calcul des coûts complets. Donc avec le calcul des coûts complets, ben, ça nous permet de générer un prix, un coût de production. Et non, c'est par le calcul de production, pardon, calcul des coûts, excusez-moi. Et après le calcul des coûts complets, en fait, avec ce coût de production, vous arrivez derrière à faire un prix départ, un coût départ usine. Et donc, en effet, là, c'est assez complexe parce qu'il faut rentrer toutes les activités et donc générer comme ça par un calcul de coût. Mais en fin de compte, nous, ça va assez vite. Aujourd'hui, on a mis en place un protocole en interne pour ces calculs, et on arrive à avoir un calcul de marge qui est assez précis. Allez, je vais vous dire, à 3% près, on arrive quasiment à être au coût de la marge quand on rapproche la comptabilité de la production, parce que voilà, c'est toujours la difficulté, la gymnastique, de rapprocher la comptabilité. On est assez précis là-dessus, ce qui nous permet de savoir vraiment la marge qu'on réalise par article. Et maintenant, avec notamment le décisionnel, là, ça nous permet aussi de savoir si on dégage de la marge ou pas sur chaque article, parce que c'est quand même important, surtout quand on travaille comme ça. Et aujourd'hui, Dieu sait, dans la viande, que la valorisation carcasse, c'est un vrai sujet dans les entreprises de transformation de viande. Merci. Donc voilà, on parlait donc effectivement d'une histoire qui dure depuis 25 ans. Bah, maintenant, on peut parler finalement d'une vie courante. Donc là, c'est pour ça que je vais laisser la parole un petit peu à Sylvie sur cette partie-là. Oui, tout à fait. Merci, Michael. Donc, depuis 2008, si je ne me trompe pas, vous avez fait l'expérience de 8 montées de version de l'ERP VIF, ce qui est un bon rythme, mais qui est très bien. Les montées de version, bien sûr, c'est quelque chose sur lequel nous nous engageons en vie courante. On préconise beaucoup à nos clients d'actualiser leur ERP compte tenu des évolutions réglementaires notamment. Pour vous, François, qu'est-ce qui vous a motivé à suivre cette cadence? Puisqu'il faut avoir derrière des personnes qui suivent, qui acceptent de tester, de prendre sur leur temps pour avancer ça. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ces montées de version? La dernière étant de 2 ans, je crois. C'est la V19. Oui, c'est ça. Et en fait, d'une part, c'est un peu dans la philosophie qu'on a menée depuis le début, c'est-à-dire qu'on ne veut pas déjà perdre un train niveau technologique, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on fait une montée de version, c'est un cap qu'on fait franchir à l'entreprise, et il ne faut pas perdre les collaborateurs, parce que si vous attendez trop longtemps, c'est toujours pareil, c'est toujours plus compliqué après pour la formation du personnel, à l'évolution de certaines technologies qui arrivent. Donc ça, c'est important. Donc on a, comme je vous le disais, des personnes, nous ciblées en interne, qui s'occupent de ces montées de version et qui après forment les collaborateurs en interne, des référents simplement. Et on a également souhaité tenir ce rythme aussi parce que derrière, ça fait grandir l'entreprise, ça lui permet toujours d'être performante, de pouvoir bénéficier de nouvelles technologies. Alors bien sûr, aujourd'hui, VIF a grossi aussi. Moi,
je peux vous dire, quand j'étais en 1999, quand je suis arrivé, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de secteurs, mais la technologie, l'IT est vraiment quelque chose qui est rentré dans les entreprises de manière importante et elle touche quasiment tous les domaines. Hein. Ça va de la comptabilité jusqu'à la préparation de commandes en passant par la saisie de commandes et autres. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, c'est mon avis, hein, je vous donne mon avis en tant que dirigeant, mais ne pas perdre ce rythme et de pouvoir baisser. Là, on parle de l'IA. Aujourd'hui, je sais que vous avez axé surtout ces 2 journées autour de l'IA. Bon, tout le monde en parle, on en parle énormément. Bon, c'est vrai que nous, ça nous questionne, mais si on ne prend pas le train de l'IA tout de suite, je pense qu'on va se faire dépasser dans 3 ans. Donc, c'est important de l'intégrer et que les équipes comprennent aussi dans l'entreprise progressivement. Hein, parce qu'il y a différents niveaux. Vous savez, un agent de production et un ingé qui gère une équipe, il n'a pas la même approche de l'informatique. Donc, il y en a qui ont besoin un peu plus de temps que d'autres pour assimiler les choses. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a ce rythme. Merci François. Ouais, je crois qu'aussi, François, vous êtes structuré du coup, hein, au fur et à mesure du temps avec des personnes qui vous épaulent et qui vous aident dans la gestion de l'ERP. Comment vous êtes organisé en interne sur le suivi de l'ERP finalement? On les a spécialisés. Je disais, ils ont une personne sur la partie gestion commerciale et une personne sur la partie gestion de production, avec moi qui supervise. Alors moi, je donne le rythme, et puis eux, après, ils suivent le rythme. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous suivez. Il faut suivre. D'idées à la seconde. Voilà. Donc après, mais c'est très très important d'avoir un bon niveau de formation interne, parce que sinon, on est vif dépendant. Et ça, c'est pas bon, hein, je vous le dis. donc, il faut absolument qu'on puisse avoir des compétences. Et après, il faut, je pense, selon les domaines d'activité. Alors, c'est important d'avoir une personne qui a une vision transverse aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont très transverses en fait dans l'outil, dans l'ERP. Et c'est important d'avoir une vision transverse et ne pas non plus être que focus sur l'étiquetage ou sur la conduite de ligne. Ou parce que tout a des incidences entre les différents domaines de l'ERP. C'est le principe effectivement d'un ERP, d'un intégré. Merci. Donc voilà, 25 ans, on a résumé forcément, on n'a pas regardé tous les projets les uns après les autres. Mais là, on va quand même s'intéresser finalement à 2 projets plus récents qui ont animé finalement la vie de Lesage et la vie de Vif. Donc, on a pris 2 exemples là. Donc, un premier sujet autour de, on en parlait un petit peu, de l'IA. Oui. Donc, voilà, ça, c'est la première brique d'IA qu'on a pu mettre en place chez Lesage il y a maintenant quelques mois. Oui, tout à fait. François, vous avez accepté notre proposition de tester l'IA sur les commandes de vente. Cela pendant 3 mois. On est encore en phase de test. On vous a demandé, bien sûr, c'est moins votre domaine, mais ça concerne la partie commerce, ADV. On vous a proposé de ce test pour que vous puissiez évaluer les apports pour cette équipe ADV. Vous avez beaucoup de commandes au quotidien. Il est bien sûr difficile d'avoir un œil, d'avoir la vigilance au niveau maximum sur toutes ces commandes. La surveillance reste humaine, mais devant un volume élevé de commandes, l'IA est censée apporter un appui et alerter de façon au bon moment pour vous alerter des anomalies. Donc, on a ici un exemple, comment se présentent les alertes qui sont reçues chez vous par l'ADV. Et en fait, l'IA, il faut bien sûr l'enrichir. C'est basé sur un historique des commandes chez vous de 3 ans, je crois. Et compte tenu de ce que l'algorithme a pu apprendre, il vous est poussé des alertes telles que ce que vous voyez ici à l'écran, sur lesquelles on vous demande de juger de sa pertinence, ce qui continue d'enrichir l'IA et alerter surtout les commerciaux. Qu'est-ce que vous avez déjà à ce stade pu constater, même si on est en phase de test? Vous avez déjà des premiers retours? Ouais. Non, mais en fait, c'est une demande qu'on a depuis très longtemps avec le commerce. Alors aujourd'hui, on le faisait via des États, mais c'est très lourd à gérer. Et souvent, en effet, on le fait a posteriori et on est souvent en retard. Voilà.
Donc l'intérêt de l'IA, c'est d'avoir de manière instantanée, c'est surtout ça l'importance, d'avoir de manière instantanée la réponse pour pouvoir anticiper. Et là, en tout cas, c'est sur du prévisionnel, donc c'est sur de la vente. Donc c'est-à-dire dire aux commerciaux tout de suite instantanément, attention, ton client n'a pas pris telle commande ou tel produit depuis un temps que vous définissez. Et de ce fait, il est tout de suite réactif et ça le permet de rappeler tout de suite le client pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris depuis une semaine tel produit ou tel... voilà, donc ça permet de travailler de manière instantanée et sans devoir sortir des états voilà, qui doivent être analysés. Analysé a posteriori. Voilà, donc vous avec, gagnez du ouais. temps, de la réactivité. Donc c'est surtout ça qui est aujourd'hui. Donc là, l'analyse qu'on en fait, alors c'est encore un peu jeune pour vraiment avoir quelque chose de percutant, mais ça a l'air de fonctionner. Voilà, je peux vous dire, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on va voir si commercialement, voilà, ça va le permettre d'être plus réactif. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment qu'effectivement, l'information vienne finalement au commercial, ou en tout cas à la personne en charge de l'ADV, et non pas qu'il soit acteur de créer une statistique ou autre chose pour avoir l'information. Donc vraiment pousser l'information vers la personne pour qu'elle ait l'info, et après, elle jugera s'il est pertinent de faire une action commerciale vers le client. J'ajouterais à cela également éviter les erreurs de saisie, les erreurs de commande, que ce soit par exemple une quantité. On peut très facilement imaginer un 0 de trop, on passe de 10 à 100, et avec toutes les conséquences que ça peut engendrer, on l'imagine bien. Donc éviter ce genre de problème, c'est un grand apport pour vous. Merci. Deuxième sujet qu'on voulait aborder ce matin, mon zapette ne fonctionne pas toujours. Voilà. La robotisation, ça va être on va en parler un petit peu plus, parce qu'effectivement, je pense que c'est un sujet qui tient à cœur à François, qui a mis un petit peu de temps. On parlait de maturation de viande tout à l'heure, mais ça a aussi beaucoup maturé ce projet chez l'entreprise Le Sage. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'on a commencé à en parler, à essayer de voir différentes pistes, regarder comment faire, finalement, sans dévoiler tout ce que ça va faire derrière, mais l'idée, c'était d'améliorer la prépa commande, pouvoir préparer finalement plus vite. Dans un contexte où l'entreprise Le Sage a plutôt quand même de nombreuses commandes avec beaucoup de lignes articles, avec des petites quantités. Donc, comment faire en sorte de préparer rapidement tout ça? Donc, ce sujet, effectivement, il est venu il y a déjà très, très longtemps, mais il faut des fois du temps pour trouver les bonnes technos. Donc là, l'année 2023, ça a été vraiment l'année phare pour ce projet avec le démarrage. Donc là, on va en reparler. Donc, du coup, quels étaient les objectifs, François, quand vous avez commencé à mener ce projet? Alors, on se posait, comme vous le disiez, des questions déjà depuis des années sur l'optimisation de la préparation de commandes. Bon, déjà, il y a un objectif. Quand je parle d'optimisation, c'est des gains en effet de productivité. Donc aujourd'hui, c'est comment aller essayer de gagner en performance où, honnêtement, il n'y a pas tellement de valeur ajoutée, si ce n'est que de prendre des produits. Alors nous, il faut savoir, juste là, jusqu'à présent, on était au tracker et on préparait des commandes avec un tracker dans des rayonnages, avec des emplacements. Donc, on était quand même en mobile. Donc, aujourd'hui, beaucoup de temps perdu par les opérateurs pour aller d'un point à un autre pour préparer des commandes. Donc ça, déjà, on voulait essayer de trouver une solution pour gagner du temps et on s'est développé. Et en fait, aujourd'hui, en plus, dans notre zone de... Alors, pourtant, c'est un bâtiment qu'on a construit là en 2018, hein, mais on était déjà trop petit. Et on a mis en place une plateforme. Donc avec la plateforme en plus, sur 2 niveaux, pour préparer des commandes, assez compliqué, comme vous le disiez, avec énormément de clients et énormément de petites quantités, parce on fait du regroupage. Et le poids moyen aujourd'hui d'un colis chez nous est de l'ordre de 30 kg. Enfin, quand je dis poids moyen, commande moyenne, pardon, hein, qui se met sur 2, 3 colis ou 4 colis. Donc voilà, donc ça, il fallait augmenter la productivité. Donc ça, c'était l'objectif principal au départ. Ensuite, il y a la fiabilisation du système, donc c'est-à-dire aujourd'hui toutes les erreurs que vous avez de préparation de commandes, parce que c'est un humain qui prépare des commandes et que des fois, il fait une erreur sur la saisie, parce qu'au tracker, vous n'avez pas les codes barres. On travaille avec énormément de produits du monde entier, Japon, Australie, tous les pays anglo-saxons. Nous, on reçoit des produits, par exemple, qui sont non étiquetés aujourd'hui. Les produits anglo-saxons ne sont pas étiquetés. Que les colis sont étiquetés, mais pas les produits.
Le Japon, pareil, on doit réétiqueter. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est réétiqueté au poste de réception, mais avec des erreurs parfois de saisie. Donc ces erreurs de saisie, ça nous crée des problèmes de traçabilité, des problèmes d'erreurs de saisie de commande où le produit, l'opérateur, il était à l'emplacement, mais comme il sait que le produit il est plutôt d'habitude rangé là, mais que ce jour-là, il n'a pas été rangé là, mais là, en fait, il prend le produit là, mais il ne regarde même pas ce que c'est, et puis il le met dans le carton, et puis le client se retrouve avec un produit qui n'était pas celui qu'il désirait. Bon, voilà, donc ça, la fiabilisation. Après, il y a le gain de place. Bon, je vous l'ai parlé. Donc, on a mis en place une plateforme. On avait un niveau 0 et un niveau 1. Bon, aujourd'hui, vous savez, dans nos entreprises, et puis là encore plus, avec la sobriété énergétique qu'on nous demande maintenant et puis qu'il fallait maîtriser parce qu'on a eu des coûts d'électricité qui ont quand même un petit peu augmenté. Donc, aujourd'hui, il faut travailler non plus sur une surface, mais sur un volume. Voilà. Donc le but, c'est on prend un Rubik's Cube et puis on utilise tous les cubes du Rubik's Cube. Voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, il fallait essayer non plus d'optimiser une surface, mais d'optimiser un volume. Donc de faire du gain de place, ça nous évite de faire des travaux tout de suite et ça me reporte les travaux d'extension dans 2 ou 3 ans. Voilà, donc c'était ça et de pouvoir nous permettre de continuer de nous développer. Parce on a eu depuis 2-3 ans pas mal de développement. Et enfin, je pense qu'il y a la partie conditions de travail, où aujourd'hui, on est sorti du Covid, avec nous une forte croissance pour nous, parce que la restauration a redémarré, et on a eu du mal à fidéliser nos opérateurs, parce que c'est 23 km, à peu près en moyenne. Un préparateur de commandes sur une journée fait 23 km. Donc, je peux vous dire que quand vous faites des grosses journées, ils étaient rincés en fin de journée. Donc, on a du mal à fidéliser des opérateurs, des préparateurs de commandes notamment. Et donc, l'idée, c'était de travailler aussi sur les conditions de travail pour améliorer l'ergonomie, diminuer le nombre de pas dans la journée et faire en sorte qu'on puisse travailler sur des plages peut-être même plus longues, mais tout en maintenant des conditions de travail plus intéressantes pour les opérateurs. Voilà. Donc ça, c'était les 4 objectifs. Et puis on parlait aussi de moins de port de charge finalement, hein, parce qu'effectivement, il fait beaucoup de pas et en plus, il était souvent très chargé avec des cartons, des bacs à porter. Quand le projet en fait a continué à mûrir avec François, on a étudié plusieurs possibilités et puis à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on trouve quelque part une autre entreprise en plus de Vif qui va nous aider du coup à travailler sur ce sujet. Donc là, il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites par François et finalement le choix s'est porté sur SSI Schaeffer qui a permis d'apporter de l'automatisme sur ces lignes. Donc, SSI Schaeffer se positionne en tant qu'assemblier de solutions en lien avec le stockage, la préparation de commandes et le pilotage des flux en entrepôt. Donc, le groupe dispose de ses propres sites de production qui permettent en fait, finalement de produire 90% des équipements qu'ils peuvent mettre en place chez les industriels. Ce groupe, finalement, c'est un groupe qui étudie, fabrique et commercialise des systèmes logistiques intégrant l'ensemble de la supply chain, de la réception à la préparation commande, au stockage et à l'expédition. Le groupe a été créé en 1937. Donc aujourd'hui, c'est toujours une entreprise familiale qui est détenue intégralement par la famille, avec au final 70 filiales et plus de 10 500 employés dans le monde entier. Pour le projet de François, effectivement, il y a une antenne en France qui intervient, qui est présente depuis 1963 et qui a 70 collaborateurs qui sont répartis dans le territoire. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'entreprise, ils sont disponibles juste à l'entrée du showroom. Donc, vous pourrez voir un petit peu avec eux. Ils sont dans la salle d'ailleurs aussi. Donc, si vous juste levez le doigt, comme ça, on vous repérera. Donc, les 2 personnes qui nous ont accompagnés et qui ont accompagné surtout François sur la mise en place. Donc pour un petit peu, c'est vrai qu'on parle de préparation commande, on parle de robotisation, c'est pas forcément très simple quand on n'a pas vécu le projet de voir ce que ça peut représenter. Donc on est allé il y a quelques temps dans l'entreprise Le Sage pour faire une vidéo pour essayer de déjà ramener même ne serait-ce qu'au vif un retour d'expérience sur comment ça fonctionne. Donc là on vous propose de vous la diffuser.
Et puis, on fera des coupures régulières pour que, François, tu puisses expliquer les différentes phases de la gestion d'entrepôt. Alors, je vais essayer de commenter en même temps, hein. L'exercice n'est pas toujours évident, je vous le dis, mais voilà, je vais essayer de vous commenter ça. Alors en fait, l'idée des robots, hein, c'était de pouvoir saisir alors ça, des entrées des bacs au niveau de la réception. Aujourd'hui, donc, le logiciel, dès la réception, on enregistre. Alors, il faut savoir, en fait, c'est 3 ERP. On va arrêter, s'il vous plaît, juste deux minutes. Ouais, voilà. Donc, pour vous expliquer avant, pour mettre le décor. Donc, aujourd'hui, en fait, la difficulté, c'est qu'on fait intervenir 3 structures. La première structure, donc, c'est VIF, hein, qui s'occupe de la partie ERP, donc notre ERP, avec la gestion de préparation de commandes. La deuxième société, qui est Schaeffer, qui a été nommée, donc, qui est plutôt le logisticien, hein, qui s'occupait de mettre en place toute la partie rayonnage, notamment, et qui gère le logiciel qui s'appelle Morpheus, en l'occurrence, hein, qui permet de faire l'interface entre VIF et le dernier intervenant, qui est iRobotics, qui sont en fait la structure qui a fourni les robots, hein, et qui est les robots sont pilotés, je vais y arriver, par un logiciel, hein, qui permet de se localiser dans l'espace. D'accord ? Donc, il y a ces 3 intervenants. Et aujourd'hui, tous les produits qui arrivent donc de la réception, une grande partie, parce qu'aujourd'hui, on a mis à peu près 70% pour l'instant de nos produits, mais tous les produits donc, sont déballés, mis dans des bacs qui sont codifiés, et ces bacs, en fait, arrivent et sont saisis sur le poste que vous venez de voir, hein, et en fait, on les flash, c'est-à-dire que vous avez l'étiquette VIF, hein, aujourd'hui. Sur cette étiquette VIF, vous avez un QR code. Ce QR code, il est scanné pour reprendre le code article et le numéro de lot. Et ensuite, cette information rentre dans Morpheus. Donc là, c'est directement Morpheus. Là, pour l'instant, on a fait la saisie foraine, la réception foraine via VIF, où on a toutes les infos de traçabilité, hein, avec vos critères qualité que vous renseignez, hein, divers et variés. Et ensuite, donc là, on fait une entrée des bacs dans le dépôt, hein, parce qu'on a un dépôt, nous, d'attente, qui est le dépôt à la saisie VIF. Et après, il y a un transfert automatique qui se fait lorsqu'on fait la manip qu'on vient de voir à l'écran pour les intégrer dans le stock. Et là, donc, vous pouvez continuer. Donc là, vous avez les bacs qui rentrent, comme vous voyez, et qui rentrent en fait dans le stock. Alors ça, c'est vrai au niveau de la réception foraine, mais c'est vrai aussi au niveau des entrées de production. Parce qu'aussi, nous, il faut savoir, on découpe de la viande et ça vient d'atelier. Donc, vous avez ces robots qui récupèrent les bacs sur des postes que vous voyez là-bas et qui vont après les ranger directement. Donc là, on est sur 12 niveaux, pardon. On est sur 12 niveaux de bacs. On est à 4,20 m de haut. Et en fait, on a 10 rangées de bacs pour une capacité totale. Donc là, vous voyez, ils font des introductions. Donc, il lit le QR code que vous voyez. Hop, il intègre sur la navette. La navette le range sur l'échelle. Et en fait, ce sont des robots avec des échelles. D'accord ? Et donc, on peut mettre sur un robot 8 bacs en même temps. Voilà, ça permet de gagner du temps quand il va ranger et d'éviter de faire des allers-retours systématiques. Voilà. Donc, vous voyez, et ça, c'est le rangement dans les zones. Donc, chaque produit, donc on a des produits divers et variés, hein. Ça va du magret de canard en passant par le pâté de foie, des steaks et des produits divers et variés. Hein, donc là, l'étude du bac est très importante, la taille du bac, parce qu'en fait, il faut trouver le compromis par rapport à ce que vous avez en termes d'articles lot. Hein, et ça vous permet d'optimiser. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Attends, coupe un petit peu la vidéo, s'il te plaît, on va y revenir. Juste, je me permets juste une seconde. C'est vrai que là, ça va un petit peu vite peut-être sur la vidéo. Ce qu'il faut se reprojeter un petit peu dans le mode de fonctionnement, c'est qu'il y a un moment, effectivement, ce qu'on voyait, les racks, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on met dans les bacs. Enfin, les bacs, où est-ce qu'ils vont être rangés. Nous, VIF, on s'arrête au fait de dire, voilà, dans ce bac, j'ai tel produit. Après, le rangement, ça va être géré intégralement par Morpheus, hein, si je ne me trompe pas. Donc, nous, VIF, on ne connaît pas forcément l'emplacement exact du bac. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ce bac-là, il est bien mis à disposition des robots plus tard pour la préparation. Donc, il fait son rangement. Et après, quand on a vu qu'effectivement, le robot continuait à circuler pour aller récupérer les bacs, c'est qu'à un moment donné, il se base sur le portefeuille de commandes. Donc là, il y a toutes les commandes des clients qui sont disponibles. Et puis, par un système de lancement d'une partie des commandes, finalement, lanceur, ouais. On va aller dire, pour préparer ces dizaines de commandes, il me faut tous ces articles-là.
et on va aller proposer, ou plutôt imposer à Morpheus d'aller récupérer tel article, tel lot dans le stock. Lui, il sait où sont placés, donc il va se positionner automatiquement et il va mettre les bacs les uns après les autres sur les étagères qu'on voyait en mouvement pour pouvoir après ramener ces bacs finalement vers le poste de préparation qu'on commence à voir ici. Ouais. Donc en fait, en effet, donc je complète, hein, tu as dit. Donc on passe par le lanceur. Moi, j'avais une volonté, et ça fait des années que j'en discute avec Vif, mais j'arrivais pas. C'est que je voulais absolument préparer plusieurs commandes en même temps. Bon, à l'époque, c'est parce que je voulais que les opérateurs fassent le moins de pas possible. Et quand ils passent devant un article, qui n'est pas à revenir après sur le même article pour une commande. Donc le lanceur, aujourd'hui, vous avez un lanceur. Alors je ne sais pas si. Bon, dans Vif, hein, c'est simple. C'est toutes les commandes. Et puis vous avez donc le nombre de lignes que vous avez par commande. Donc souvent, c'est du multi-article. Et vert, ça veut dire que vous avez 100% des produits disponibles dans votre stock. Orange, ça veut dire que c'est partiellement disponible. Et rouge, ça veut dire que ce n'est pas encore disponible. Et ça, donc, ça s'alimente au fur et à mesure en fonction soit des fabrications, les produits arrivent via les fabrications. Donc les entrées que vous avez vues tout à l'heure, donc c'est aussi, ça arrive par les lignes de fabrication. Donc au même titre que les réceptions foraines, il y a aussi des entrées qui se font par les lignes de fabrication. Nous, on a 2 entrées, une entrée fab et une entrée réception foraine. Et avec en plus un iPort qui permet encore de gagner du temps. Un iPort, ça permet au robot, ça on ne l'a pas vu, je ne pense pas sur la vidéo, mais en fait les bacs, ça empile les bacs, c'est un empileur de bacs et le robot il vient prendre 8 bacs d'un coup. Ça fait gagner du temps parce que sinon il faut à chaque fois monter l'échelle et ranger les bacs les uns après les autres. Donc vous gagnez quand même 10 à 12 secondes à peu près et c'est énorme hein, parce que quand vous cumulez le nombre de secondes et le nombre d'allers-retours dans une journée, ça fait beaucoup. Donc ça permet de gagner du temps et après donc le lanceur envoie en effet et donc Vif toute la partie contrat date, cahier des charges, c'est géré par Vif. C'est-à-dire que c'est au niveau du lanceur. Parce que pour votre lanceur, vous savez, vous pouvez mettre si un client ne veut pas une telle origine. Je vous ai dit tout à l'heure, on travaille, nous, plus de 120 pays. Bon, ben, aujourd'hui, on peut, si un client lambda ne veut pas travailler avec la Tchécoslovaquie, la Pologne, alors j'ai rien contre ces pays-là, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, on peut, dans son contrat, et en fait, c'est Vif qui le gère directement au niveau donc, du lanceur. Et donc, les produits donc, deviennent verts au fur et à mesure et on lance en fait. L'idée, c'est de pouvoir lancer quand même plusieurs commandes en même temps. Et de ce fait, les robots vont chercher des produits et regroupent après, alors par des algorithmes, hein, d'accord, après je ne suis pas informaticien, hein, vous avez bien compris. Donc, par des algorithmes, il va ramener par exemple un bac d'un produit qui va être dispatché pour plusieurs clients. Et on va le voir après. Donc là, on peut avancer. Donc là, ici, on est sur le poste de saisie de commande. Donc, on a les bacs qui arrivent et en fait, nous, on a un double écran parce qu'on a le Morpheus et Vif. Donc, on a, voilà, vous voyez, donc ça, c'est la partie Vif. Donc, les données sont saisies dans Morpheus et elles sont transmises dans Vif automatiquement. D'accord ? Alors, automatiquement, on a un QR code qui envoie. Ouais. Aujourd'hui, on va l'automatiser. C'est un des points d'amélioration qu'on doit faire. Voilà, donc là, vous voyez, donc ça, c'est l'ergonomie du poste. Donc, vous avez les écrans. Donc, en fait, les bacs arrivent de ce côté-ci et repartent de l'autre côté. Et donc là, ici, avec la douchette, vous avez la localisation. Donc, parce que derrière, vous avez un système de put to light. Et le put to light vous permet de préparer plusieurs commandes en même temps. Donc, lumière verte, ça veut dire que vous mettez le produit dans le bac vert. Tant que c'est vert, ça veut dire qu'il ne faut pas le clôturer et que d'autres produits vont arriver ultérieurement dans ce bac-là. Quand il est bleu, ça veut dire que c'est terminé, que votre bac va être clôturé et vous le poussez derrière. Et après, ça part sur la palettisation, sur un système de palettisation. Donc voilà, donc là, c'est l'étagère. Vous pouvez y aller. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est le système de put to light où vous avez la lumière verte. On met le bac directement, le produit est mis dedans. Alors vous voyez, nous, c'est à l'unité. Hein. On gère vraiment de l'unité. On peut mettre du carton également dessus pour tout ce qui passe par transporteur parce que nous, on a notre propre flotte. Donc, on a des livraisons internes Le Sage avec nos propres camions et on a de la livraison logistique pour l'export, pour toute la France. Et le bac, après, donc les produits sont remis dedans parce qu'on prend partiellement des produits. Parfois, on vide le bac totalement. Donc là, il y a une mise à jour instantanée du stock via un échange de DI Web. Hein, c'est ça, hein, DI Web. Oui. Et donc, via le DI Web, aujourd'hui, on met à jour le stock instantanément. Donc, c'est-à-dire qu'on a une gestion de stock qui est très fine parce qu'à chaque bac, on met à zéro le bac. Et donc, ça réajuste parce que si vous voulez, on est sur du poids variable. Je vous ai dit, on n'est pas étiqueté. Et des fois, chez des fournisseurs, sur la tare,
Et des fois, ils me font payer le plastique avec. Et donc, on a des écarts de 20 grammes ou 30 grammes. Mais après, ça permet de fiabiliser. Et in fine, quand vous faites toute cette mise à jour à zéro des bacs, bah, vous avez un stock qui est quand même fiable à 99,95%. Voilà, donc ça permet d'avoir un stock hyper fiable. Voilà. Ouais. Donc, Juste pour préciser un petit peu, effectivement, l'objectif de François, c'était vraiment de pouvoir préparer plusieurs commandes en même temps. Et donc, quand on a vu le poste un petit peu de Vif tout à l'heure, la préparation se fait dans un mode par article finalement. Donc, quand le bac arrive, lui, il est mono-article, hein, ce bac, monolo d'ailleurs aussi. Et donc, quand sur le poste Morpheus, on voit à un moment donné qu'on identifie le bac, ça permet de récupérer l'article qui est à l'intérieur. Et on flash l'écran finalement, on permet du coup d'initialiser la donnée dans Vif et qui va retrouver toutes les commandes qui sont concernées par l'article. Et donc c'est comme ça qu'après on commence à préparer. Bah, forcément en travaillant comme ça, les bacs ou les cartons sont ouverts et ne seront fermés que quand un autre article arrivera. Donc ce qui explique le besoin d'un put to light pour aider l'opérateur, le préparateur de commande, de mettre le produit dans le bon bac au bon endroit. Donc, je ne sais pas si c'est clair, hein, c'est vrai que quand on ne le voit pas sur une vidéo, c'est peut-être pas toujours simple de bien représenter. Mais c'est vrai que c'était une vraie révolution quand même pour vous et sur le mode de fonctionnement. Tout à fait. Alors dans les gains obtenus, en effet, bon, il y a l'aspect productivité, ça c'est clair. Aujourd'hui, on a les chiffres parce que nous, ça fait depuis février là qu'on est en mode normal. Alors aujourd'hui, on a encore une croissance. Donc là, j'ai recommandé des bacs parce que en fait, il va être full, tout simplement. Aujourd'hui, comme ça fonctionne très bien, on veut tout mettre dedans. Voilà, vous voyez, donc quand ça fonctionne pas bien, souvent vous le mettez dans un coin de l'usine. Voilà, mais là, clairement, bon après ça prend quand même beaucoup de place, donc je peux pas le mettre dans un coin. Mais clairement, on veut mettre le maximum de produits dedans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était sur un opérateur, je vous ai une trentaine de lignes. Là aujourd'hui, on est à peu près à 140 lignes pour un opérateur à l'heure. Voilà, donc le gap, vous imaginez, de 30, on est passé à 140. Alors par contre, il faut quand même faire attention à l'aspect input et output. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos sorties dépendent de vos entrées. Bon, après, ça, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a 5 robots, voilà, pour réaliser ça. Après, il faut bien quantifier le nombre de robots parce que ça dépend comment vous fonctionnez au niveau de vos entrées. Si vous faites vos entrées simultanément que vos préparations de commandes, vos robots vont être monopolisés sur vos entrées en même temps que sur vos sorties. Donc ça, il faut bien l'étudier, c'est hyper important. Nous, ça, on ne l'avait pas assez bien étudié. Donc là, on a recommandé un robot pour augmenter notre cadence parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'entrées que ce qu'on pensait. Voilà. Donc ça c'est un point important. Après, donc la fiabilité du stock, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, maintenant, comme on fait une mise à jour au bac du stock, il y a un réajustement du stock qui se fait de manière continue. Chez nous, il n'y a plus d'inventaire. Ils se font en fait, mais les inventaires se font au fil de l'eau. Et on a fait une fonction avec Morpheus où on fait un réajustement parce que si on se rend compte qu'il y a un écart de 320 grammes dans le bac, l'opérateur voit que tiens, il y a un écart, c'est bizarre, ou il y a un ROMstack en plus parce qu'en fait, on gère le poids et le nombre d'unités. Hein. On a les deux en fait en gestion de stock, hein, on gère les deux unités. Eh bien, vous pouvez faire un réajustement instantanément et faire une régule ou un rebut du stock au bac. Voilà, donc ça permet d'identifier et de savoir où on a eu un problème, sur quel bac, etc. Donc ça fiabilise fortement la gestion de stock et le dialogue avec les syndicats. Alors on pourrait croire que aujourd'hui la robotisation c'est quelque chose qui fait peur aux salariés parce que un robot qui arrive, on pense que ça va prendre sa place entre guillemets. Hein, ça peut être quelque chose. Et au contraire, pour nous, ça a été plutôt bien perçu. Alors moi, même j'en parle au niveau national parce que je m'occupe de la branche au niveau social. Et aujourd'hui, c'est plus un tabou, la robotisation. Au contraire, c'est une vraie amélioration. Tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, de toute façon, on va devoir faire avec ses compagnons. Parce qu'aujourd'hui, ça va être nos compagnons de demain. Dans les hôtels, c'est eux qui vont nous accueillir. C'est dans les restaurants, c'est eux qui vont nous servir les plateaux. Dans les entreprises, c'est eux qui vont nous aider à préparer des commandes. C'est eux qui vont nous faire les palettes. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut travailler avec. Et donc aujourd'hui, on a accompagné les collaborateurs. Ça change les habitudes de travail. Ça, faut être clair. Quelqu'un qui fait 23 km, qui se retrouve à en faire 2 dans la journée. Moi, je vous conseille, c'est ce qu'on a fait chez nous. On a mis en place une salle de sport. Voilà, c'est ce qu'on a fait et c'est clair.
On a mis en place une salle de sport, on est en train de construire une salle de sport, voilà, parce que ils sont moins mobiles. Voilà, ça c'est clair. Après, honnêtement, quand vous discutez avec eux, c'était plutôt une contrainte de faire 23 km. Ils préfèrent faire 2 km. Voilà. Et le port de charge, comme vous disiez tout à l'heure, quand vous faites en cumulé le nombre de bacs, quand vous avez fait 700 ou 800 bacs par jour, même si c'est étalé dans la journée, c'est sûr que de ce fait, on a beaucoup moins. Et de fait, il y a un point hyper important, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à former des gens en une semaine. Où avant, il me fallait presque 3-4 mois pour savoir former un préparateur de commande avec le système de tracker. Donc aujourd'hui, vous mettez un opérateur sur un poste, allez, s'il comprend les choses, nous, il n'a pas besoin de savoir que c'est un Romstec, un Magret, etc., parce que tout arrive, il n'a pas de sélection à faire. Du moment qu'il sait utiliser un écran tactile et un tracker, ça va très vite pour former. Donc ça, c'est important aussi dans les gains. Donc là, on a vu quelques gains, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, le projet a démarré depuis le mois de février cette année. Donc, on est à peu près à 3 mois maintenant de retour d'expérience. Donc, bien sûr, ce n'est pas suffisant pour faire un bilan global. Mais déjà, effectivement, le plus impressionnant, en tout cas, moi, en ce qui me concerne quand on en parle, c'est le nombre de lignes de préparation qui est préparé par un opérateur à l'heure. Donc, on a quand même un x3, grosso modo. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, des gros gains quand même, effectivement, sur la cadence. Mais bien sûr, voilà, comme on le disait, ça fait que 3 mois, donc il y a encore des choses à faire. Donc je crois que François, il y a quelques améliorations dans les tuyaux, là encore. Bah oui, je viens d'en parler juste avant. Donc l'augmentation des bacs. Aujourd'hui, on a une capacité de 3600 bacs. Il faut savoir que quand vous demandez 3600 bacs, globalement, il faut que vous alliez à 3200 parce qu'il faut pouvoir gérer les variations de bacs. Donc c'est-à-dire que nous, on a 3600 emplacements, mais on peut aller jusqu'à 3200 bacs pour garder cette flexibilité en cas de croissance, parce que vous gérez les entrées et les sorties ISO, ça n'existe pas dans une entreprise. C'est un rêve pour un patron. Quand vous vendez tout ce que vous avez rentré, c'est le top. Et donc aujourd'hui, là, on est à 2300 bacs à peu près. Et donc là, on a recommandé, ça va arriver dans le mois, normalement. Mais on va passer à 3200 bacs. Voilà. Donc là, de toute façon, on n'a plus le choix, on ne peut plus aller au-delà. Donc on va être full, donc on va vraiment voir le fonctionnement à plein. Donc ça, c'est un cap important pour nous parce que ça va nous permettre de voir comment on va envisager ça à l'avenir et dans le développement de l'entreprise. Les améliorations d'Envif également, en effet, parce que vous avez vu tout à l'heure, vous avez 2 postes, un poste pour Morpheus, un poste. Donc on veut encore gagner du temps sur le transfert de données parce qu'on flash un QR code. Et je voudrais supprimer ce QR code et que quand on fait une validation de prise, qu'elle aille directement de l'autre côté. Et en fait, on a travaillé aussi avec un système de poids. En fait, on envoie un poids. On envoie dans Morpheus une quantité avec un poids théorique. Et les produits sont très variables en termes de taille. Un Romstec, ça peut faire de 2,5 kg jusqu'à 3,5 kg. Voilà. Donc, en fait, on voudrait envoyer des informations plus précises. Donc, parce qu'en fait, on gère énormément d'unités secondaires chez nous. On gère des cartons. Donc, on fait du C1, du C2, du C5, du C12, carton de 12 pièces, carton de 4 pièces, carton de 8 pièces. On gère énormément de colisage. Et en fait, ça, on ne l'avait pas intégré, donc on est en train de l'intégrer aussi. C'est une partie d'évolution qu'on est en train de faire pour vraiment être précis et gagner du temps au poste, surtout au poste de saisie. Et l'accompagnement au changement que je viens d'expliquer avec les syndicats. Et par exemple, j'ai parlé de la salle de sport, mais c'est vrai. Et donc ça, on est en train de le mettre en place aussi parce que il ne faut surtout pas minimiser la tâche. Au contraire, il faut faire grandir les collaborateurs avec ça et leur dire que c'est eux aussi qui sont acteurs du changement d'une entreprise et que c'est eux qui font grandir l'entreprise aussi à travers ces technologies. Voilà, et je pense que c'est la robotisation, encore une fois, c'est pour moi un passage inéluctable pour garder de la performance et pouvoir encore gagner des points de compétitivité demain. Parce que quand je vais visiter des usines un peu partout dans le monde, je vous avoue, on est un peu en retard sur la robotisation par rapport aux pays nordiques, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on avance vite, sinon on va se faire dépasser.
c'est important, effectivement. Même nous, c'est vrai que dans Vif, on n'a pas tant d'expérience que ça, finalement, avec des robotisations. C'était la première, en tout cas, avec SST Schaeffer qu'on pouvait mener. Donc, c'est vrai, quand on parle d'amélioration dans Vif, parce qu'effectivement, quand on a initié le projet, on n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il fallait développer comme interface. Donc, le parti pris qu'on a fait pour être pragmatique avec François, c'est de minimiser au maximum les interfaces. Et c'est pour ça que maintenant que vraiment, on peut dire en vitesse de croisière, eh bien, on va aller faire des interfaces complémentaires pour plutôt simplifier la vie finalement, de l'opérateur et lui faire préparer plus vite les choses. Maintenant qu'on a bien compris finalement quelles informations devaient être détenues par quel logiciel, eh bien, on va pouvoir être beaucoup plus efficace sur la partie interface. Donc forcément, ce qu'on disait, hein, c'est un projet qui est un peu nouveau pour Vif, nouveau pour le Sage, nouveau aussi pour SST Schaeffer qui n'avait pas encore travaillé dans les entreprises agroalimentaires à ce moment-là. Donc il faut quand même effectivement, peut-être que le retour d'expérience de François donner quelques points de vigilance sur quel point il faut travailler pour que le projet se passe bien. Oui, oui, alors les poids variables, j'en ai parlé. Je suis un peu redondant parce qu'en fait, en effet, c'est des sujets qu'on vit au quotidien. Donc ça, la gestion des poids variables, je ne vais pas en reparler, mais vous avez bien compris la problématique qu'on avait autour de ça. L'étiquetage des produits négoce, tout à l'heure, je vous ai expliqué. Donc en effet, et ça a été d'ailleurs le choix 2 et 3, il est lié parce qu'on a voulu maintenir l'ERP Vif parce qu'à un moment, on se posait la question aussi de faire une seule interface et choisir le camp entre Morpheus ou Vif et d'avoir qu'un seul écran avec une seule saisie. C'est nous qui ont fait le choix. Alors, avec la discussion avec Vif et Schaeffer aussi, de garder les deux pour ça, parce qu'aujourd'hui, on a une certaine flexibilité entre les clients qui veulent une étiquette marquée avec le logo là, ou le code barre là, le genre, ils veulent le QR code. Moi, je veux un EN13, moi, je veux un EN128, etc. Donc, aujourd'hui, vous avez des étiquettes à ne plus rien comprendre. Donc, aujourd'hui, pour chaque client, grâce au regroupement statistique et client, on arrive à sortir une étiquette. Donc, on fait de l'étiquetage directement au poste aussi. C'est-à-dire qu'on sort les étiquettes et on peut mettre une étiquette avec le logo du client pour faire de la MDD ou voilà. On n'est pas encore au poids prix parce que vous savez que le poids prix chez Vif, ça marche que par les groupes et pas par le système direct. Une balance suffira pas. Oui. Il faut effectivement on est obligé d'avoir un groupe pour pouvoir. Donc là, on n'en est pas là parce qu'il faudra après connecter des groupes, mais ça va peut-être venir. Voilà, on y réfléchit. Mais en tout cas, on fait de l'étiquetage spécifique. Et l'étiquette colis aussi qui sort, pareil, avec une étiquette colis, parce que j'ai des clients, vous avez certainement, vous travaillez tous avec la grande distribution, je suppose, mais des clients qui veulent 4 étiquettes sur leur colis, une étiquette pour l'entrepôt, une étiquette avec le code barre, article d'intérieur, etc. Donc tout ça, ça permet de le faire grâce à l'ERP, et on a focalisé Morpheus sur la gestion du stock et le pilotage des robots. Et la maîtrise également de l'ERP. Moi, j'attache beaucoup d'importance au mode dégradé. C'est important aussi de penser qu'il y a des pannes, que ça va arriver, et qu'à un moment, si le serveur Vif plante ou le serveur Morpheus, que je n'envisage pas, mais plante, il faut quand même pouvoir sortir des produits et travailler et livrer les clients en temps en heure. Voilà. Donc ça, on a pensé à ça également. Donc ça permet aujourd'hui de travailler en mode dégradé, soit sur Vif, soit sur Morpheus. Alors après, ça complique les choses, vous savez comme moi, quand vous avez votre ERP qui ne fonctionne plus, c'est quand même un peu plus difficile. Mais au moins, vous pouvez toujours sortir des produits, parce que quand vous mettez qu'un seul système qui pilote tout, après, bonjour quand il y a un problème. La mise en relation de l'ensemble des prestataires, ça c'est une clé, facteur clé du succès dans la bonne réalisation, d'une part du respect des délais. Moi, j'attache beaucoup d'importance et là-dessus, je veux dire, en tout cas avec Schaeffer, ça s'est très bien passé. Voilà, parce que les délais, malgré les problématiques, comme tout le monde, ils ont aussi leurs problématiques internes. Mais en tout cas, les délais ont plutôt été respectés parce qu'il faut bien phaser. Et nous, en fait, on produisait, on expédiait en même temps qu'on mettait en place ça. Donc, quand vous travaillez et puis que vous prenez 70% de la surface et puis qu'il faut quand même expédier et que vous êtes déjà un peu au taquet et qu'il faut démonter la mezzanine, enlever les produits du bas, monter des murs, parce qu'on a fait une boîte noire. Savoir que les robots et les humains, ce n'est pas compatible en fonctionnement. Donc vous êtes obligé de sécuriser la zone et aucune personne ne peut rentrer, sinon tout s'arrête. Donc tout ça, c'est sécurisé dans une boîte noire et nous, on l'a isolé parce qu'on travaille entre 0 et 2 degrés. Donc on a complètement isolé la zone.
Et donc la relation est importante, surtout dans le développement, parce que moi, je n'ai pas le langage des développeurs, mais des développeurs qui discutent entre eux, moi, je ne comprends rien du tout. Voilà. Mais il faut par contre que le développeur comprenne bien ce que vous voulez. Parce que des fois, ça peut paraître très simple, mais pour quelque chose de très simple, chez eux, ça peut être très compliqué, n'est-ce pas, Mamadou, hein? Donc voilà. Et ça, c'est important que les deux prestataires, et là-dessus, en tout cas pour notre retour d'expérience, ça s'est plutôt bien passé. Et heureusement qu'on a réussi à bien matcher les deux entreprises entre elles. Et ce n'est pas toujours le cas par expérience. Ce qui nous paraissait, nous, important, en tout cas dès le début, c'est de bien mettre finalement le périmètre de chacun. C'est ça. Quel logiciel fait quoi? Une fois qu'on a bien mis les règles du jeu, on peut commencer à parler d'interface. S'il reste du flou sur qui fait quoi, on n'avance pas. Et on peut éventuellement, effectivement, d'un système de ping-pong, à se lancer la balle l'un à l'autre pour savoir qui doit régler le problème. Donc c'est vraiment très important, je pense, dès le début, l'analyse du projet, finalement, c'est définir les rôles, qui fait quoi, qu'est-ce qui est de la responsabilité de Vif, qu'est-ce qui est de la responsabilité de Morpheus dans ce cas-là. Et une fois que ça c'est fait, finalement, après le projet, on a vu, ça déroule. Il y a les délais des uns et des autres, mais on arrive et du coup, on sait où on doit aller. Et après, forcément, aussi, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a l'accompagnement humain, même si là, on ne l'a pas redit. Je pense que là, il y a les deux personnes qui ont été à l'initiative du projet, en tout cas, à la mise en place. Côté Vif, nous, c'était Sébastien Luchier qui a fait la mise en place, qui était disponible pour répondre à tous les problèmes. Et puis Mamadou, côté Schaeffer. Donc, je pense que moi, je vous appelle le lundi, le dimanche, le samedi, à 7h, à 8h, à 10h. Quand c'est un nouveau projet comme ça, effectivement, il faut vraiment de la dispo. Donc, c'est simple. Donc, et ça, c'est important, c'est très important, en effet. Et enfin, il y a la période de stabilisation. Parce que quand vous lancez un projet comme ça, voilà, il y a tellement de changements, ça génère beaucoup de changements autour. Donc, il faut vraiment accompagner et stabiliser tout ça pour que ça fonctionne bien. Et après, il y a des réglages à faire. Mais bon, voilà. Nous, grosso modo, je vous dis, on a démarré ça, le projet, la construction a démarré en septembre 2023, donc l'année dernière, en septembre. Et on a été dedans en février. On a démarré en février. Et là, on va clôturer totalement ici, j'espère, le 14 juillet, au départ des Jeux Olympiques. Comme ça, c'est parfait. On est parti pour gagner. Voilà. Donc, normalement, c'est prévu le 14 juillet. Voilà, on a fait le tour un peu de ce projet robotisation, mais avec François, les projets ne s'arrêtent jamais, donc il y en a d'autres. Alors forcément, ils sont un petit peu moins avancés, mais on va faire un petit zoom sur deux projets là, qui vont encore animer nos relations. Donc le premier, le portail B2B. Après se présenter de ce beau projet de robotisation, personnellement j'ai vu et c'est vraiment impressionnant. François, vous n'arrêtez pas les projets, vous êtes toujours allé de l'avant. Le dernier qui est en cours, le portail B2B. Il s'agit d'un outil pour permettre à vos clients de prendre eux-mêmes leurs commandes. Vous avez fait confiance à nouveau à Vif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels étaient vos enjeux? Qu'est-ce qui vous a motivé pour avancer sur ce sujet? Alors en fait, faut savoir, on saisit des commandes 7 jours sur 7 parce qu'on livre nos clients. Alors on livre nos clients du lundi au vendredi. Alors le samedi via transporteur, mais pas en interne. Et par contre, on saisit des commandes du lundi au dimanche. Et le dimanche pour livrer les clients le lundi matin. Et le lundi, tous les clients doivent être livrés avant midi. Donc on a notamment des personnes, c'est de la télévente en fait chez nous, qui saisit à distance, à domicile, des commandes via l'ERP. Sauf que moi, je trouve que d'une, il n'y a pas de valeur ajoutée. Deux, à un moment, ça devient des contraintes. Et aujourd'hui, travailler le dimanche, il y en a qui voudraient faire autre chose que de travailler le dimanche chez nous. Voilà, donc l'évolution fait qu'on cherche des solutions pour pouvoir intégrer les commandes automatiquement sans avoir à les saisir. Donc là, on a demandé à Vif déjà depuis des années. Et puis là, donc Vif a franchi le pas de mettre en place ce portail B2B. On avait essayé avec d'autres solutions parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché pour ces systèmes d'appli de saisie de commandes pour pouvoir intégrer. Mais encore une fois,
tant que je peux le faire en interne, j'évite d'avoir des... Parce que c'est de la consultation de stock, c'est pouvoir consulter ses factures à distance. Voilà, je voyais autre chose que uniquement des saisies de commandes. Je voulais quelque chose de plus large aussi. Et donc Vif est arrivé avec cette solution qu'on avait déjà discuté depuis 3 ou 4 ans, je crois au moins. Et donc là, on a décidé de franchir le pas avec Vif. On avait essayé une aventure avec une appli. Ça n'a pas bien fonctionné, surtout la fiabilité au niveau des stocks, parce vous savez que nous, on est les stocks en instantané. L'idée, c'est qu'un client, quand il commande, il puisse tout de suite savoir instantanément ce qu'il y a dans le stock, et pas dans 1 heure. Voilà, donc tout ça, il faut pouvoir avoir ces échanges de données qui se fassent en instantané. Après, il y a aussi la remontée facture, donc il faut que votre ERP permette de remonter la facture pour aller consulter toutes les factures et d'éviter d'appeler le service comptable quand ils doivent payer et il me manque 3 factures. Donc là, il peut aller consulter lui-même. Donc c'était l'idée aussi du portail. Et enfin, c'est la saisie de commande à distance et on envoie directement la commande et ça arrive directement dans le lanceur, comme vous avez, je pense, tous des systèmes d'EDI. Bon, la grande distribution, il n'y a pas de problème. Voilà, ils nous imposent le DI, donc ça roule avec l'intégration des commandes. Mais un restaurateur, et la difficulté, et ça c'était la grande discussion qu'on a eue et l'évolution que Vif a faite, et je m'en réjouis parce que pour moi c'est un élément indispensable, c'est qu'aujourd'hui les ordinateurs c'est déjà has-been, maintenant c'est tablette ou téléphone portable. Et un chef de cuisine qui est dans sa cuisine, qui a fait son stock en regardant son frigo, il ne va pas prendre un ordinateur, l'installer dans le frigo pour le mettre. Donc il lui faut une application qui soit utilisable sur smartphone et qu'on puisse envoyer directement les commandes via le smartphone, envoyer, pouf, livraison sous 12 heures. Voilà, donc c'était ça les enjeux. Et donc là, je crois qu'on est presque au bout. C'est surtout la partie, c'est prévu pour cet été. Effectivement. Voilà, c'est surtout la partie smartphone là, qui prenait un peu plus de temps. Ouais, donc là, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le showroom, il y a des démonstrations de fait sur le portail B2B. Et puis pour finir, c'est vrai que là, on n'est pas sur du projet vraiment concret, mais effectivement, l'avenir, et puis par rapport à tout ce qu'on s'est dit, effectivement, il y a le RSE dans tout ça. Donc je sais que François, vous êtes aussi sensible à ces sujets. Donc là, c'est plutôt de la veille à aujourd'hui, voir un peu où aller. Là, on présente des choses déjà sur AgoraVif sur ces sujets. Mais le suivi des consommations énergétiques, de l'empreinte carbone, ça, c'est des sujets qui vous intéressent. Donc voilà, je pense que ça va être votre prochain projet. Oui. Bon, on a déjà un rapport RSE, en fait. On a un rapport là en 2024, donc c'est le rapport 2023. On a intégré ça. Aujourd'hui, on a une application qui s'appelle Carbo, avec laquelle on travaille. Et bon, là, on risque d'évoluer, mais qui nous permet de sortir notre bilan carbone. Donc aujourd'hui, on suit notre bilan carbone. Alors, vous avez compris, on importe énormément de produits. Donc la partie produit, elle prend, je crois, 95% de nos gaz, de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un gros travail. Mais à côté de ça, on a plein de démarches internes, sociétales, avec des associations, etc. Bon, voilà, je pense que toutes les entreprises ont bien compris qu'aujourd'hui, il fallait rentrer dans cette démarche-là et que c'était, une empreinte pour vendre. EcoVadis, ça, c'est le gros projet qu'on va avoir, en effet, sur l'année, c'est qu'on va certainement intégrer EcoVadis aujourd'hui parce que c'est une demande forte et qu'aujourd'hui, ils ont une reconnaissance mondiale. Et donc, ça va nous obliger. Et en effet, donc, on a toute la partie suivi d'indicateurs, donc les énergies, où aujourd'hui, électricité en premier, l'eau en second, le gaz ensuite. Et on a nous, dans l'entreprise, il y a des capteurs à différents endroits de l'entreprise qui permettent de voir les grands postes, alors la cuisson, le froid notamment, qui sont très énergivores et qui nous permettent de piloter au jour le jour nos démarches. Et donc ça, on collecte les données. Alors après, je ne sais pas où on va aller avec les systèmes d'information, en effet, pour nous permettre d'être plus réactifs par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ça nous oblige à changer nos habitudes. Sur les cuissons, par exemple, un truc qu'on ne faisait pas, mais qu'on a mis en place là, courant 2023 d'ailleurs, c'est qu'on arrête nos cuissons 1 heure avant et on laisse les produits dans la cellule de cuisson avec l'inertie. Ça permet de gagner 1 heure de cuisson tout simplement, mais c'est des petites choses toutes simples, mais auxquelles on ne pensait pas, parce qu'avant l'énergie on pensait que c'était gratuit, et aujourd'hui l'énergie, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, n'est pas gratuite.
Et donc, voilà, des démarches, pareil, on a changé l'organisation de travail par rapport à ça. On ne démarre pas toutes les machines en même temps le matin. Donc, c'est séquencé dans le démarrage. Quand les gens vont en pause dans des services où il n'y a personne, on éteint les lumières, par exemple. Ah, voilà, il y a plein d'actions comme ça qui sont mises en place et c'est suivi par notre service QHSE. Voilà, qui suit ça et avec des indicateurs, parce que moi, chaque comité de direction, donc j'en ai un tous les mois, eh ben, on suit les indicateurs et on regarde si on s'améliore ou pas sur notre impact, notamment sur les énergies. Et pour faire un parallèle avec ce qu'on est en train de voir, effectivement, l'IA pourrait certainement être un acteur pour aider tout ce suivi. Donc on arrive à la fin de notre présentation. Oui, merci François. J'ai tenu le temps. Un exemple, oui, très bien. Maîtrise bravo. du temps, ouais, parfait. Un exemple d'une entreprise dynamique et avec beaucoup d'idées, c'est passionnant. Eh ben, merci beaucoup François, Mickaël et Sylvie pour ce retour d'expérience. Merci à vous. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit the MJ, fade away. Miss me with the hate, and now, bruh, not today. Stayed in my lane, didn't complain, this was meant for me.